Ce soir à l'émission, projet de loi 74, le monde de l'enseignement supérieur réagit. Laissez-nous notre autonomie institutionnelle. Et on vous propose un reportage sur la clinique Ormo Nova. Je voyais qu'il y avait un besoin au niveau de la clientèle, surtout en périménopause et ménopause. En entrevue, je m'entretiens avec Louis Asselin, réalisateur du documentaire Mirabel, l'atterrissage forcé. Quelles leçons on peut tirer aussi de cette grande aventure-là pour les prochains projets d'envergure? Je reçois également Annick Lorrain, avec qui il sera question de la dimension sociale de la crise climatique. L'humain doit être au cœur des enjeux et des solutions. Enfin, on consulte la programmation du cabaret-spectacle La Petite Église avec Léa Lovric. On se sent lévitation quand on regarde ces spectacles. Totalement. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 31 octobre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, le gouvernement Legault propose de restreindre l'arrivée des étudiants étrangers au Québec. Ça cause plusieurs réactions. Tout ça, c'est contenu dans un nouveau projet de loi qui porte le numéro 74. De quoi il s'agit? Alors oui, c'est ce projet de loi qui a été proposé par Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui officiellement vise à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers, mais en conférence de presse, M. Roberge a été assez clair. Il a assuré que cet encadrement se traduirait par une diminution des seuils d'admission des étudiants provenant de l'international. Évidemment, ça fait réagir un peu partout dans les établissements d'études supérieures de la province et aussi dans les Basses-Laurentides. Tout à fait. Pour plusieurs universités, les étudiants internationaux représentent une partie importante de leur population étudiante. Et en soi, le texte de loi demeure assez flou sur les critères d'admission et les moyens pour mettre en place une diminution de ces seuils. Le ministre Roberge a tout de même assuré que la région, l'établissement et le programme d'études dans lequel un étudiant international dépose une demande seraient des informations prises en compte pour son admission ou non au Québec. Mais M. Roberge a admis, et je cite, que son projet de loi mal utilisé pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Muriel Laberge, qui est rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, réagit à ces propos. Bien, c'est pas rassurant, ça nous inquiète. On a tous, toutes les universités confondues, on a des contextes, des réalités quand même qui diffèrent, même si on a beaucoup de choses en commun. Et est-ce qu'on va prendre en considération les particularités de chacune des institutions? Évidemment, on a quelques craintes à cet égard-là. Oui, parce que l'UQO accueille quand même une importante population d'étudiants étrangers. Oui, c'est près du 5e de la population étudiante de l'UQO qui est composée d'étudiants internationaux, soit 1200 personnes. C'est le double de ce que l'on comptait avant la pandémie de COVID-19. Il faut dire que la majorité des étudiants internationaux se trouvent plutôt au campus de Gatineau et que seulement une petite partie se retrouve à Saint-Jérôme. Les étudiants internationaux étudient principalement dans les programmes d'ingénierie, d'informatique, d'administration et de sciences naturelles. L'UQO organise des programmes d'accueil pour les étudiants venant de l'étranger et entretient aussi des partenariats avec des universités ailleurs dans le monde. Pour Muriel Laberge, non seulement ces liens enrichissent la communauté d'apprentissage de l'UQO, mais elle affirme que les étudiants internationaux sont des acteurs importants de notre économie. On peut l'écouter. On est actuellement au Québec en pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs névralgiques. Je pense à l'informatique, l'ingénierie, où on a aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, c'est aussi des gens qui contribuent à la vitalité économique de nos régions. Avec ce projet de loi, Québec espère réduire les problèmes liés à l'accès au logement et à l'engorgement du secteur public, qui serait, selon le gouvernement, en partie dû à la présence des résidents non permanents. Selon Québec, le nombre d'étudiants étrangers aurait augmenté de 140 % en 10 ans. Et c'est un projet de loi, Clara, qui est conséquent quand même, là, avec les actions prises par l'administration Legault depuis quelque temps. Oui, le gouvernement Legault a adopté une ligne dure en ce qui a trait à l'immigration temporaire. Il y a quelques mois, le gouvernement avait déjà légiféré pour diminuer le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Et François Legault a évoqué récemment la possibilité de déménagement obligatoire pour la moitié des demandeurs d'asile en sol québécois. Pour Mme Laberge, le cas des étudiants internationaux devrait rester sous la gouvernance des établissements scolaires. On l'écoute à ce propos. Nous, actuellement, on est en croissance de 7 %. Et dans notre croissance, évidemment, on compte les étudiants internationaux. Mais ce qu'on a envie de dire, écoutez, laissez-nous notre autonomie institutionnelle.
institutionnel. On a toujours bien géré nos universités. On les gère de façon judicieuse et responsable. On contribue à la vitalité économique. Et coupez-nous pas les ailes, s'il vous plaît. Voilà, Claude, on suivra donc le cheminement du projet de loi à l'Assemblée nationale. Il faut dire, Clara, que du côté fédéral aussi, là, on démontre une volonté de ralentir, de restreindre l'arrivée des étudiants étrangers. Oui, tout à fait. L'homologue au fédéral de Jean-François Roberge, donc Mark Miller, avait annoncé en début d'année la mise en place d'un plafond pour la réception de demandes de permis d'études. C'est une diminution de 35 % des étudiants étrangers qui est prévue pour l'année 2024. C'était dans le cadre d'une décision de réduire l'immigration temporaire de 6,5 % de la population canadienne totale à 5 % d'ici 3 ans. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la clinique Hormonova. À plus tard, Claude. Loisirs Laurentides annonce les nominations du Blainvillois Luc Lalonde en tant que lauréat du volet régional et de Roger Ménard, un résident de Sainte-Sophie, à titre de lauréat du volet national du prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin. Cet honneur leur a été rendu par le ministère de l'Éducation lors d'une cérémonie tenue à Québec le 25 octobre dernier. Luc Lalonde est un entraîneur certifié en curling qui a pris en charge des jeunes joueurs de 10 et 11 ans pour en faire une équipe compétitive de niveau provincial. Roger Ménard, quant à lui, partage son savoir en astronomie auprès d'une clientèle scolaire. Le député bloquiste de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, a accueilli plusieurs résidents de la circonscription dimanche dernier dans le cadre d'une visite de son bureau de circonscription à Saint-Eustache. Les visiteurs ont pu poser leurs questions aux membres de l'équipe afin de mieux comprendre les services offerts comme le soutien pour les demandes d'assurance-emploi, d'immigration, de pension ou de passeport. Le député a profité de l'occasion pour annoncer son intention de solliciter un 3e mandat. Ce samedi 2 novembre à 20h, le canal Historia présentera un documentaire intitulé « Mirabel, l'atterrissage forcé ». Produit par Zone 3, ce film présente le projet de l'aéroport international de Mirabel comme étant la plus grande erreur de planification aéroportuaire au monde. Le réalisateur Louis Asselin est avec nous pour en parler. Monsieur Asselin, bonsoir. Bonsoir. Alors, le dernier atterrissage là, sur le tarmac de Mirabel, ça a eu lieu il y a 20 ans. Alors, expliquez-nous pourquoi ça vous semblait important de faire ce film et surtout quel est l'angle que vous souhaitiez privilégier. Avec le recul des 20 années qui se sont écoulées depuis le dernier vol de passagers, on trouvait que c'était pertinent de se pencher sur le dossier depuis les tout débuts de l'annonce, même des quelques mois qui ont précédé l'annonce du projet en 1969 jusqu'à aujourd'hui, de voir pourquoi ce dossier-là, ce projet-là pharaonique avait été mis sur pied, qu'est-ce qui avait fait que ça avait pas très bien marché, puis pourquoi aujourd'hui, bon, qu'est-ce qui reste de ça là, à Mirabel, puis quelles leçons on peut tirer aussi de cette grande aventure-là pour les prochains projets d'envergure publique que nos sociétés vont avoir à rencontrer. C'est un dossier, M. Asselin, qui a une certaine complexité, hein, vous avez dû vous en apercevoir en travaillant là-dessus, parce qu'il est à la fois économique, juridique, social et extrêmement politique. Comment vous avez fait pour naviguer sur ces eaux-là, tout en gardant le cap là, sur ce que vous aviez envie de démontrer? Avec la collaboration de mon équipe là, à la recherche puis à la production, il y a eu d'abord une espèce de débroussaillage depuis le début de ce qui a été écrit, ce qui a été dit, ce qui a été fait pour créer une espèce de synthèse, une ligne du temps finalement qu'on a suivi chronologiquement. Puis on avait deux réalités dans le documentaire. Le choix qu'on a fait, c'est d'avoir la réalité telle qu'expliquée par différents experts qui se sont penchés sur le cas, puis celle aussi des humains au cœur de ça, principalement les expropriés et leurs familles qui ont été déplacées massivement. Là, quand le projet d'aéroport a été annoncé, il y a eu une expropriation 6 fois plus grande que pour des projets similaires ailleurs dans le monde à la même époque. Donc, l'ampleur de tout ça avait eu des impacts humains, a encore aujourd'hui des impacts humains. Donc, c'était important pour moi d'avoir les espèces de deux chronologies parallèles, celle plus historique, factuelle, puis celle plus humaine. C'est ça. Parce que vous faites très bien là, la démonstration du fait que ça a été un échec là, sur le point de la planification. Mais avant, là, vous venez d'en parler un peu, mais avant de vous lancer là-dedans, est-ce que vous aviez déjà conscience de l'ampleur du drame humain qui s'est joué à Sainte-Scolastique dans ces années-là?
Ben, moi, j'en avais entendu parler. Je veux dire, je suis né au début des années 80, donc j'ai pas connu, puis je suis pas de la région non plus de Mirabel ou même pas de la région de Montréal. Là, je viens d'ailleurs au Québec, mais comme tous mes projets, j'aborde le sujet avec la curiosité de quelqu'un qui veut faire découvrir à l'auditoire, au public, l'ensemble du dossier avec le plus grand niveau de détail possible que je peux mettre dans un documentaire d'1 heure pour la télévision. Donc, j'avais évidemment conscience, j'avais entendu parler de la parenté éloignée ou d'avoir lu des articles dans les médias sur ce qui s'était passé, grosso modo, à Mirabel, mais j'en savais pas les détails. Donc, je me suis lancé là-dedans avec une grande curiosité. Et sur le plan humain, comment vous avez réagi à tout ce que vous avez appris en cours de route? Personnellement, j'ai été très touché par les histoires. On a une expropriée de 86 ans dans le film Françoise Drapeau-Monette qui était sur le point de se faire léguer une maison par son père, en fait, de prendre possession, là, probablement un prix familial, un prix d'amis d'une maison que son père possédait sur une terre à Mirabel. Puis elle s'est fait enlever l'herbe sous le pied par le notaire qui lui a dit non, on a un ordre du gouvernement fédéral de ne pas procéder à des transactions. Ça, c'était à la fin de l'année 1968. Puis l'annonce de l'aéroport a été faite au début 1969. Donc elle et son père ont été un petit peu mis au courant avant le temps de cette histoire-là qui s'en venait dans la région. Puis elle, toute sa vie, elle s'est battue pour continuer à rester dans sa maison, même s'il y avait des ordres d'expropriation. Fait évidemment, en parlant avec cette femme-là, en parlant avec d'autres expropriés, j'ai essayé de m'imaginer qu'est-ce qui m'arriverait, moi, si du jour au lendemain, on me disait tu peux plus habiter là où tu habites, ou si mes parents ou mes grands-parents s'étaient fait dire la maison familiale qui est là dans la famille depuis 2-3 générations, ben c'est plus à vous du jour au lendemain. Alors, c'est sûr que ça déstabilise, c'est très touchant. Vous savez, ici, bon, on diffuse dans les Basses-Laurentides, on est très au courant de ce dossier-là. J'ai vu votre film. Je suis convaincu que les gens qui connaissent le dossier vont apprendre des choses, tout comme ils risquent d'être étonnés du fait que le nom de Rita Léonard-Lafont ne soit pas mentionné une fois. Madame Lafont était quand même la figure de proue du mouvement de lutte des expropriés, du début du dossier jusqu'à la rétrocession. Comment vous expliquez ça qu'elle soit pas là? C'est pas une volonté quelconque de l'exclure du documentaire. C'est qu'on doit faire des choix quand on a 1 heure pour raconter une histoire, puis on a décidé de se concentrer sur certaines histoires plutôt que d'autres, et même dans tous les propos que les experts nous ont dit. Il y a Martine Raymond, qui est la fille de Jean-Paul Raymond, qui était président du comité des expropriés. Il a fallu faire des choix. On a dû faire un film comme ça, c'est choisir. Donc, choisir, c'est de prioriser certaines personnes plus que d'autres. Puis on a décidé d'y aller avec l'histoire de Madame Drapeau-Monette. Dans la recherche que j'ai faite, j'ai essayé de voir aussi, est-ce qu'on a des voix qui ont été un peu moins entendues? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire? Puis puisque Madame Drapeau-Monette, elle est en ce moment à la tête du comité de commémoration de ce qui s'est passé à Mirabel. Oui, ça n'enlève rien à la pertinence là, de la présence de Madame Drapeau-Monette. On va être obligé de s'arrêter là. Je rappelle que votre film sera présenté sur Historia le 2 novembre. C'est Gilda Roy qui est à l'animation, fait un excellent boulot. Monsieur Asselin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Au cours des prochaines semaines, la Ville de Saint-Jérôme procédera à la modernisation de son système de gestion tarifée du stationnement au centre-ville, en remplaçant les parcomètres et les horodateurs par de nouvelles bornes de paiement par plaque d'immatriculation. Le déploiement de cette nouvelle solution se fera progressivement cet automne, en commençant par l'installation d'une centaine de nouvelles bornes de paiement dans les rues et les parcs de stationnement municipaux du centre-ville. Leur fonctionnement, assure-t-on, sera facile et rapide pour les utilisateurs. La Fondation et le Cégep de Saint-Jérôme annoncent la clôture de la campagne de financement du quartier général de l'Audace, qui a permis de recueillir près de 3 millions de dollars, soit 1 million de plus que l'objectif. Ce financement soutiendra les 6 premières années d'opération de ce carrefour entrepreneurial dédié à la relève étudiante. Situé au centre-ville de Saint-Jérôme, ce laboratoire entrepreneurial, lancé en 2022, guide les étudiantes et étudiants dans toutes les étapes de leur parcours entrepreneurial. Il a déjà permis à plus de 500 membres de la communauté étudiante d'explorer l'entrepreneuriat.
On va jeter un coup d'œil à la programmation du cabaret-spectacle La Petite Église à Saint-Eustache avec Léa Lovric, qui est responsable des communications au service des arts et de la culture de la ville de Saint-Eustache. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Alors, programmation très musclée en novembre. Exactement, comme toujours. On a toujours une programmation variée et très riche. Donc, pour les prochaines semaines, ça commence fort avec Anthony Cavana dès demain, le 1er novembre. Il reste quelques billets. Donc, ceux qui sont fans d'humour ou fans d'Anthony Cavana, surtout, je vous dirais d'être rapide sur vos pitons parce qu'il nous reste à peu près 5 billets disponibles pour l'instant. Un homme aux multiples talents, extrêmement sympathique. Ça ne sera pas la seule proposition en humour au mois de novembre. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, le 14 novembre, on reçoit Arnaud Soli, aussi très, très reconnu. Et le 23 novembre, Maxime Gervais, qui est aussi reconnu pour ses personnages, notamment Claude Crest, qui est un personnage légendaire qui a même valu un documentaire en ligne. Allez voir ça si vous ne connaissez pas ça. Un humour très absurde, très explosif, donc certainement que son spectacle qui s'intitule Big Max va être prometteur. Et aussi une 3e édition du Sacré Cabaret d'humour. Exactement, la 3e édition cette année qui a débuté le 16 octobre dernier. Donc la prochaine soirée, c'est le 13 novembre. C'est une formule mensuelle. Donc un mercredi par soir, on reçoit 4 humoristes mystères. C'est une surprise pour le public. Et donc une très belle soirée assurée en couple, entre amis, en famille. Service aux tables, le bar est ouvert. Tout ça pour 23 $ seulement. D'accord. En musique, maintenant, vous allez recevoir une de mes artistes préférées, qui sera avec vous le 15 novembre, c'est Joran. Exactement. Joran, je dois avouer, c'est une découverte personnelle. J'ai vu son spectacle, j'ai vu des extraits, j'ai adoré. C'est vraiment, comme vous dites, une artiste originale, unique. Elle est chanteuse et violoncelliste à la fois, ce qui est très impressionnant, mais en plus de ça, elle ajoute des costumes, elle ajoute des effets de lumière. On se sent en lévitation quand on regarde ses spectacles. Totalement. Et donc, je vous invite à regarder un extrait d'une vidéo promotionnelle qu'elle a fait pour son spectacle MNET 7, qui nous montre un peu l'énergie qui dégage dans ses spectacles. J'ai créé cet univers sans compromis pour toucher au monde du rêve. Oui, c'est tout à fait fidèle aux propositions de Joran. J'ai vu son spectacle dans le cadre du festival Santa Teresa il y a 5 ans à peu près, et je suis toujours pas redescendu de mon nuage. Exactement. Donc, et pour les enfants, dans la programmation pour les enfants, quels sont les spectacles à venir? On a les petits théâtres tout au long de l'année. Donc, le prochain, c'est le 17 novembre. On reçoit Futuko, qui est une troupe de cirque, où, en fait, la pièce est inspirée du conte de La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. On y voit 2 acrobates clowns qui, sans jamais s'adresser la parole, vont réussir à communiquer entre eux. C'est super poétique, inspirant, et ça vise les enfants de 6 ans et plus. Ensuite, pour la fin de l'année, on aura effectivement des spectacles pour enfants pour le temps des fêtes. On aura aussi pour les adultes de la musique traditionnelle, un spectacle de piano. Mais tout ça, je vais pouvoir vous en parler plus en détail à ma prochaine visite. Dans votre prochaine visite qui va être dans un mois. Bien, écoutez, Léa Lovric, merci beaucoup. Merci. Les gens, vous avez qu'à aller visiter le site web de lapetiteéglise.com. Les billets sont là. Merci. Merci à vous. Tout le monde n'est pas égal face au changement climatique et les premiers à en payer le prix demeurent les personnes en situation de vulnérabilité. La Corporation de développement communautaire de Mirabel fait partie d'un grand projet initié par le gouvernement du Québec qui veut rallier tous les milieux dans la gestion de cette crise et la recherche de solutions. J'en discute avec Annick Lorrain, qui est directrice de la Corporation de développement communautaire de Mirabel. Bonsoir, Madame Lorrain. Bonsoir, Claude. Alors, le gouvernement du Québec reconnaît donc qu'il y a une dimension sociale à la crise climatique. On pourrait avoir l'impression que c'est une victoire en soi pour le milieu communautaire. Est-ce que c'est le cas? En fait, oui, c'est une petite victoire d'être reconnu le milieu communautaire comme un expert parmi tant d'autres, les autres experts dans la crise climatique qui nous affecte. Le milieu communautaire met beaucoup de l'avant que l'humain doit être au cœur des enjeux et des solutions, que ça soit, peu importe les enjeux qu'on vit, dont la crise climatique qu'on vit. Justement, quand on dit que la crise climatique engendre des inégalités sociales, de quoi on parle exactement? Mais en fait, c'est que tout le monde n'est pas égal face aux enjeux climatiques et aux changements aussi qu'on vit dans l'environnement. Par exemple, les personnes qui sont en situation d'itinérance, l'hiver, quand il pleut l'hiver, ils sont tout mouillés. Et le lendemain, il peut faire moins 40, mais ils n'ont pas eu le temps de se sécher convenablement.
Et le lendemain, ils vont geler dehors. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut parler de la chaleur aussi, les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, exactement. Les personnes âgées qui vivent des problèmes avec les pics de chaleur qu'on vit pendant l'été. Puis même l'hiver aussi, souvent, on vit des grandes tempêtes de neige, des bordées de neige soudaines. Les personnes âgées vont être pris à la maison. Les jeunes enfants aussi qui sont pris avec des problèmes respiratoires à cause de la pollution, par exemple. Fait que c'est plein d'exemples comme ça, des populations plus vulnérables qui sont plus enclins à vivre des conséquences plus graves. Là. Il y a 34 corporations comme la vôtre qui sont impliquées dans cette démarche-là. Oui. Mettez-nous au parfum de ce grand projet-là et du rôle que votre organisme sera appelé à jouer. Oui, donc 34 CDC font partie du projet. C'est grâce au secrétariat à l'action communautaire autonome et initiative sociale qui nous ont donné les subventions. Chaque CDC, en fait, a son propre projet, mais c'est dans le même objectif. Dans le fond, c'est d'inclure le milieu communautaire comme expert dans la discussion pour avoir des solutions aux enjeux de la crise climatique et de rassembler tout le monde aussi autour de cet enjeu-là. Chacun, on est comme un peu perdu aussi dans cet enjeu-là. On ne sait pas trop quoi faire, par quel bout le prendre. Ouais. Est-ce que moi, comme individu, j'ai quelque chose que je peux faire? Est-ce que je peux avoir un levier pour répondre aux besoins? Et si on se met tous ensemble, on va trouver des solutions pour répondre aux besoins des gens un peu plus vulnérables. On vous donne justement ce rôle de catalyseur là, dans votre milieu. Selon vous, est-ce que ça sera facile d'arrimer vos positions à celles des villes, des institutions, de la sécurité publique? C'est un grand enjeu. Oui. Ça fait partie des choses qu'on va travailler. On n'a pas tous le même langage non plus. On n'est pas tous au même point non plus. Les municipalités sont en train de développer leur plan climatique, leur plan d'action climatique. Donc, nous, on veut justement les accompagner là-dedans, avoir un rôle expert, d'avoir un œil neuf aussi sur certaines solutions, certains angles qu'on pourrait prendre pour certaines actions que les municipalités veulent poser. Puis vraiment mettre de l'avant que le milieu communautaire, on est des experts dans cet enjeu-là, puis qu'on doit être consulté, puis qu'on doit faire partie aussi de la solution, parce que les populations vulnérables, nous, on est très proches de ces populations-là, on connaît leurs besoins, on connaît leurs enjeux, et on veut vraiment répondre à leurs besoins à eux. D'accord. Une fois que vous aurez recueilli toutes les données, les informations, et qui vont être compilées ensemble, quel est l'usage qu'on va en faire et combien de temps ça va prendre? Mais en fait, le projet est sur 2 ans. On a un horizon de 2 ans. Quand ça sera fait, on va établir un plan d'action avec tous les partenaires qu'on va avoir réunis autour de la table et on va mettre en œuvre ces actions-là. Donc, c'est difficile à dire à ce moment-ci quel genre d'action qu'on va mettre en œuvre. On veut prendre aussi par petites bouchées. C'est un gros morceau, la crise climatique. Fait qu'on veut vraiment la prendre par petites bouchées puis voir qui peut faire quoi, qui peut apporter quoi comme solution, puis s'assurer que nos populations vulnérables puissent en bénéficier le plus possible puis qu'ils ne soient pas oubliés aussi dans la mise en place des actions. Chose certaine, votre agenda va être bien rempli pour les prochains mois, les prochaines années. En terminant, je rappelle que la CDC de Mirabel regroupe et représente 30 organismes communautaires et d'économie sociale répartis sur tout le territoire. Annick Lorrain, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Il y a une clinique spécialisée en hormonothérapie et en santé sexuelle qui vient d'ouvrir ses portes à Blainville. Vous êtes allé faire un tour. Oui, Claude, la clinique privée Hormonova a été inaugurée en avril dernier et elle offre des soins de santé qui étaient difficilement accessibles dans la région auparavant. Alors, je vous propose de découvrir ça dans notre reportage de ce soir. En premier, j'avais vraiment un intérêt en hormonothérapie. Donc, je suis infirmière praticienne. Donc, j'ai quand même un parcours varié. Ma clientèle était de 0 à 100 ans là, en première ligne. De plus en plus, je voyais qu'il y avait un besoin au niveau de la clientèle, surtout en périménopause et ménopause. Donc, un besoin au niveau de genre sexuel, besoin, enseignement par rapport à un manque de libido et aussi au niveau de juste la thérapie hormonale. Donc, il y avait des besoins qui étaient pas vraiment adressés avec la médecine conventionnelle. Donc, c'est vraiment là que j'ai noté le besoin. J'avais ma collègue aussi, Catherine Bouchard, qui avait aussi comme le même sentiment. Donc, on a vraiment pensé à comment qu'on pouvait offrir ce service à la clientèle.
Ça va vraiment bien. On ne savait pas à quoi s'attendre. Il faut comprendre qu'on est vraiment de base des infirmières praticiennes. Donc, c'est la clinique médicale qui nous intéresse. Puis on n'est pas vraiment entrepreneur de base. Donc, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais depuis qu'on a commencé, on a beaucoup de patients aussi, soit pour la dysfonction érectile. Donc, il y a vraiment comme des besoins variés. Et ça va bien. Je pense qu'avec les médias sociaux, souvent, je pense au moins la moitié de nos patientes sont référées. Donc, c'est comme du bouche à oreille. Mais ça se passe bien. C'est sûr que je pense qu'une bonne partie de notre clientèle, c'est vraiment des patientes en périménopause. Donc, on a cette clientèle-là, ménopause. On a aussi les SPM, donc syndrome prémenstruel. On a aussi, pour les hommes, donc on a la dysfonction érectile. Et plus population un peu plus jeune et en fait de tout âge. On a aussi, bien sûr, dépistage GTSS, examen gynécologique, vaginite, vaginose, tous ces problèmes en lien avec la gynécologie. Les autres, c'est traitement de condylome. On a vraiment quand même un peu tout là, pour le traitement du TSS. Et aussi, on a la contraception. Donc, on fait vraiment une évaluation complète pour voir qu'est-ce qui serait la meilleure option là, pour chaque personne. Là. Au moins la moitié de notre clientèle nous dit enfin, parce qu'on a vraiment la majorité de nos patientes sont suivis avec un médecin de famille ou une infirmière praticienne. Donc, on vient vraiment complémenter ce qui n'est pas vraiment tout le temps offert en première ligne. Donc, je pense que c'est quelque chose, en fait, c'est pourquoi qu'on a créé la clinique, parce que c'est vraiment un besoin. Puis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont spécialisées, surtout en hormonothérapie, parce que ça ne fait pas partie du parcours médical, peu importe si on est médecin ou infirmière praticienne, il faut vraiment chercher notre formation à l'extérieur, il faut avoir un intérêt, puis vraiment spécialisé dans le domaine. Donc, souvent, quand on est suivi de base par un médecin de famille ou une infirmière praticienne, on va peut-être pas avoir ce besoin qui est adressé là, si on a un problème hormonal. Je pense que l'important, si je peux encourager tout le monde de juste noter les symptômes qu'ils ont. Donc, je pense que souvent, on pense qu'on est occupé à chaque jour avec la vie en général, puis des fois, on se rend pas compte qu'on a certains symptômes qui se répètent, qui sont même de façon cyclique. Fait que je pense que c'est vraiment important que les gens notent leurs symptômes, puis en cas de doute, nous consulter. Voilà, Claude, la Ville de Blainville a octroyé un prêt de 10 000 $ sans intérêt à la clinique pour lui permettre de s'équiper et de s'outiller pour les prochaines années. Merci, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à regarder une toute nouvelle émission produite à TVBL qui s'appelle « Les aînés déniaisés ». Ça suit immédiatement. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et une joyeuse Halloween.